Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré à la loi de financement de la sécurité sociale et à la loi de finances pour 2023. Je suis en compagnie de Cécilia Descodin, qui, comme moi-même, est rédactrice au sein du groupe Lefebvre d'Alloz. Ensemble, nous allons décrypter les principales mesures sociales de ces deux textes en nous concentrant sur celles intéressant les employeurs, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles. Alors, pour commencer, quelques mots sur l'adoption de ces deux textes. D'abord, la loi de financement de la sécurité sociale. Comme toutes les lois du genre, elle est entrée en vigueur au 1er janvier, sous réserve bien entendu, des mesures qui nécessiteraient des décrets d'application ou dont le législateur aurait souhaité reporter l'entrée en vigueur à une date ultérieure. Nous le verrons au fil de l'eau. Alors, quelques mots sur le passage de la loi devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci a annulé quelques mesures, dont deux, me semble-t-il, sont celles dont on avait le plus entendu parler lors des débats. D'abord, celle qui visait à limiter les arrêts de travail prescrits par téléconsultation. Le Conseil constitutionnel a estimé que c'était une mesure contraire au droit constitutionnel à la protection de la santé, donc il l'a annulée. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que s'agissant d'une mesure qui a été jugée anticonstitutionnelle, elle ne pourra pas refaire surface dans un autre projet de loi, en tous les cas pas dans ces termes-là. L'autre mesure qui mérite d'être signalée, c'est une mesure qui concernait les congés de maternité, paternité et congés d'adoption, pour laquelle la loi, telle qu'elle avait été adoptée par le Parlement, prévoyait d'imposer à l'employeur de faire l'avance des indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés. Donc cette mesure, elle a été également censurée par le Conseil constitutionnel, mais là, en tant que cavalier législatif. Cela signifie que le Conseil a estimé que cette mesure n'avait rien à faire dans une loi de financement de la sécurité sociale, car elle n'impactait pas les finances de la sécurité sociale. Donc là, c'est une mesure qui, puisqu'elle n'est pas jugée anticonstitutionnelle, elle pourra éventuellement refaire surface dans un autre projet de loi. En tous les cas, dans les médias, elle est annulée, donc elle ne s'applique pas. Alors, la loi de finances pour 2023, donc, elle entre en vigueur également le 1er janvier, sous les mêmes réserves que celles énoncées pour la loi de financement de la sécurité sociale. Quelques mesures ont été censurées par le Conseil constitutionnel, mais on ne va pas les détailler ici car elles ne concernent pas les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc les mesures que nous allons vous commenter, nous les avons regroupées autour de 6 grands thèmes. À l'issue de notre exposé, nous aurons un petit temps assez court, peut-être pas plus de 5 minutes, pour les questions, pour essayer de répondre aux questions que vous aurez posées dans la zone de chat. Alors, mais sachez que toutes les questions qui seront en lien avec les thèmes exposés aujourd'hui et auxquels nous n'aurons pas eu le temps de répondre feront l'objet d'un article à paraître dans le feuillet rapide social qui vous sera diffusé à tous dans les jours qui viennent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin. Donc, je vais me mettre sur... c'est bon, la slide apparaît sur le compte personnel de formation. Donc, je vais commencer par la première mesure dont on souhaite vous parler ce matin. C'est celle qui concerne le compte personnel de formation. Donc, je m'excuse tout de suite pour l'erreur de frappe dans le titre au niveau de l'acronyme. C'est bien CPF et pas CFP. Désolée, ça commence avec une petite erreur. Donc, pourquoi on veut vous parler de cette mesure? C'est parce que ça concerne tous les salariés, demandeurs d'emploi et également personnes en inactivité.
Alors, il faut savoir que le compte personnel de formation est victime de son succès, puisqu'il a été créé en 2014 et profondément réformé par la loi Avenir professionnel de septembre 2018. Et alors, depuis cette date de septembre 2018, en fait, c'est un compte qui est monétisé, c'est-à-dire que les droits sont exprimés en euros. La liste des formations a été profondément élargie. Et désormais, en fait, le salarié va choisir directement sur une application qui est Mon compte formation, la formation qu'il désire suivre et la financer avec les droits qui sont monétisés, les droits qu'il a monétisés. Donc, il y a une mise en relation directe via cette application entre les prestataires d'offres de formation et les bénéficiaires des comptes. Donc, c'est très facile maintenant d'activer ces comptes, ces droits à formation. Et donc, cette application, Mon compte formation, elle est opérationnelle depuis novembre 2019 et elle a connu un énorme succès, puisqu'en fait, le nombre de formations financées grâce à ce dispositif a doublé chaque année sur les 2 dernières années. Et on est passé au niveau des dépenses également à une explosion, puisqu'on est passé de 740 millions en 2018 à 2,7 milliards en 2021. Donc, autant dire que France Compétences, qui est l'établissement public qui finance les comptes personnels de formation, est dans une situation financière très préoccupante. Et en fait, le choix qui a été fait au niveau de la loi de finances pour 2023, ça a été d'éviter d'avoir à rehausser la subvention du budget de l'État à cet établissement public. Donc, il fallait mettre en place un système de régulation d'utilisation des droits sur le compte. Alors, ce système, il était appelé des vœux de la commission sociale, de la commission des affaires sociales du Sénat, ainsi que de la part de la Cour des comptes. Et donc, le gouvernement avait proposé dans un premier temps, au tout début des débats parlementaires pour l'adoption de la loi, de prévoir la mise en place d'un système de régulation dont les modalités seraient définies par décret, et on comprenait à la lecture des travaux parlementaires que le système de régulation porterait sur l'objet des formations, c'est-à-dire qu'en fait, on réserverait le financement pour des formations qui seraient réellement des formations qui seraient certifiantes et qui permettraient réellement d'augmenter l'employabilité des bénéficiaires. Et finalement, au fil des discussions parlementaires, on a abouti à un autre système, puisqu'en fait, le système retenu, c'est la mise en place d'un reste à charge pour les salariés qui utilisent leur compte. Il faudra savoir qu'en fait, le salarié devra participer au financement de la formation qu'il a choisie, quel que soit le montant des droits qui sont affectés à son compte. C'est-à-dire que même s'il a assez de droits pour financer entièrement sa formation, il doit quand même participer personnellement au financement de celle-ci. Donc, cette participation, elle sera soit proportionnelle dans la limite d'un plafond, soit forfaitaire, et elle pourra être couverte par l'éventuel abondement de l'employeur. Donc, il faut savoir que dans certaines situations, l'employeur a l'obligation d'abonder les droits du salarié au compte, notamment quand il ne respecte pas son obligation en termes d'entretien professionnel. Donc, il faut savoir que cette obligation de participer financièrement à la prise en charge de la formation, elle ne s'appliquera pas aux demandeurs d'emploi qui, eux, pourront toujours bénéficier d'un financement intégral dès lors que leurs droits affectés au compte sont suffisants. Donc, pour le moment, on n'a pas d'informations sur ce que va contenir le décret qui doit définir les modalités de mise en œuvre de cette participation. Alors, il faut savoir que la mesure, elle a quand même évolué au moment des travaux parlementaires. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a été programmé très, très en amont. Et surtout, c'est qu'elle nécessite une concertation avec les partenaires sociaux pour savoir comment mettre en place cette participation. Et c'est possible que ça soit aussi articulé avec le compte personnel de prévention, puisque le compte personnel de formation fonctionne avec ce compte-là. Donc voilà, dès qu'on aura des informations sur le décret, bien sûr, on communiquera autour. Donc voilà, donc je reprends la parole pour vous parler des mesures concernant les prélèvements sociaux et fiscaux sur les salaires. Donc des mesures assez disparates sur ce thème.
D'abord, la déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. Donc, c'est une mesure, comme son nom l'indique, qui concerne les employeurs et c'est peut-être celle qui les intéressera le plus dans cette loi de financement de la sécurité sociale. Donc, la LFSS pour 2023, s'agissant de la déduction forfaitaire de cotisation patronale, elle est venue corriger 2 anomalies issues des lois dites paquet pouvoir d'achat votées l'été dernier. Donc, pour bien comprendre en fait les apports de la LFSS, il me semble qu'il faut un peu refaire l'historique à grands traits de cette déduction. Les plus anciens se rappelleront que cette déduction est une survivante de la loi TEPA votée sous la présidence Sarkozy. Depuis lors, elle avait considérablement perdu en champ d'application puisqu'elle était désormais uniquement réservée aux entreprises de moins de 20 salariés. Donc ça, c'est un apport de la loi pouvoir d'achat votée l'été dernier, puisqu'elle a ouvert la déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. Donc, elle l'a ouvert aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Donc, elle l'a ouvert pour les mêmes temps, les heures supplémentaires, les jours de repos monétisés, par les salariés en forfait jour, pour un montant sensiblement inférieur, puisqu'elle est, pour ces entreprises, elle est de 50 centimes d'euros par heure supplémentaire ou 3,50 € par jour monétisé contre 1,50 € ou 10,50 € dans les entreprises de moins de 20 salariés. Et grosse différence dans le système issu de la loi pouvoir d'achat, c'est le mode d'imputation de la déduction forfaitaire. Parce que dans le dispositif issu de la loi pouvoir d'achat, la déduction était imputée sur les cotisations dues sur les majorations pour heures supplémentaires. Donc, on devait calculer, faire le total sur le bulletin de paie, le total des majorations pour heures supplémentaires, calculer les cotisations afférentes à ces seules majorations et sur ce montant, on déduisait 50 centimes d'euros par heure ou 3,50 € par jour monétisés. Donc, c'était nettement moins favorable que dans les entreprises de moins de 20 salariés, puisque dans ces entreprises, la déduction est imputable sur l'ensemble des cotisations patronales dues à l'URSSAF. Donc, sur le bulletin de paie, on prend toutes les cotisations patronales versées à l'URSSAF et on déduit la déduction. Donc, c'est cette première différence qui est venue corriger la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Désormais, dans les entreprises d'au moins 20 salariés, on impute la déduction selon les mêmes modalités que dans les entreprises de moins de 20 salariés. Et cela de manière rétroactive. Donc, depuis l'origine. Donc, depuis l'origine, rétroactivement, c'est le même mode d'imputation qui s'applique, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Deuxième apport des lois votées cet été s'agissant de la déduction forfaitaire, la loi de finances rectificative pour 2022 a créé un dispositif exceptionnel de monétisation des RTT. Donc, dispositif exceptionnel parce qu'il est temporaire, il concerne les jours de repos acquis entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, c'est un dispositif temporaire qui ouvre droit aux mêmes avantages que les heures supplémentaires, à la différence près que la déduction forfaitaire de cotisation patronale dans le dispositif issu de la loi de finances rectificative était réservée aux entreprises de moins de 20 salariés. Donc ça, c'est un point que vient corriger la LFSS pour 2023, puisqu'elle permet aussi aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés de bénéficier de la déduction forfaitaire pour les jours monétisés par leurs salariés. Donc, alors par contre, ce dispositif, il n'est pas cette modification, cet alignement, il n'est pas rétroactif. Il s'applique aux jours rachetés à compter du 25 décembre 2022.
Donc, pour nous résumer, depuis le 25 décembre 2022, la déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires, elle s'applique de manière identique, quel que soit l'effectif de l'entreprise, moins de 20 ou plus de 20, bon, sous réserve bien entendu d'avoir moins de 250 salariés. Ce sont les mêmes temps qui sont concernés, les heures supplémentaires, les jours de repos monétisés par les salariés en forfait jour et les jours monétisés, les RTT monétisés dans le cadre du dispositif exceptionnel. Donc, même temps concerné, même mode d'imputation sur l'ensemble des cotisations patronales dues à l'URSSAF pour le salarié. La seule différence qui subsiste, c'est le montant de la déduction qui reste de 50 centimes par heure et 3,50 € par jour dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés et qui est de 1,50 € par heure et 10,50 € par jour dans les entreprises d'au moins 20 salariés. Voilà pour ce dispositif. Alors, un autre dispositif qui est impacté par la LFSS, c'est celui concernant les jeunes entreprises innovantes. Donc, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de création récentes qui interviennent dans des domaines vraiment innovants de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022. Il est reconduit jusqu'au 31 décembre 2025. Il est reconduit quasiment à l'identique. Une seule petite différence, désormais, donc depuis le 1er janvier, pour pouvoir se voir reconnaître le statut de jeune entreprise innovante, JEI, il faut que l'entreprise ait été créée depuis moins de 8 ans. Alors qu'en 2022, ce statut pouvait être reconnu à une entreprise qui était créée depuis moins de 11 ans. Donc là, on revient en fait à une situation classique puisque ça n'est que récemment que cette condition de durée avait été modifiée. Donc on revient à ce qui existait antérieurement. Alors, les autres mesures d'allègement, nous allons passer assez rapidement. D'abord, une mesure classique de revalorisation de la limite d'exonération des titres restaurants qui passe à 6,50 €. Et puis, une mesure qui intéressera les employeurs qui souhaitent développer l'actionnariat salarié, puisque est reconduite une mesure temporaire, donc qui existait déjà en 2022, qui est temporaire, donc elle est reconduite pour 2023, une mesure d'exonération du forfait social lorsque l'employeur abonde le versement volontaire du salarié sur le PEE destiné à l'achat d'actions de l'entreprise ou du groupe d'entreprises. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les mesures d'allègement de cotisation. Dans un tout autre sujet impacté par la LFSS, c'est la taxe pour embauche d'un travailleur étranger. Donc c'est une taxe dont est redevable l'employeur qui embauche un salarié en provenance de l'étranger, hors UE. Donc cette taxe, elle est recouvrée par l'Office français de l'immigration. Et dès que les modalités concrètes en seront fixées par arrêté, son recouvrement sera confié à la DGFiP, c'est-à-dire aux services fiscaux. Autre point nouveau apporté par la LFSS concernant cette taxe, c'est le point de départ, la date à laquelle elle est due, puisqu'elle sera désormais due dès la fin du premier mois de travail en France, alors qu'avant elle était due dans les 3 mois de la délivrance du titre. Pour le reste, le reste est inchangé, le régime applicable à cette taxe, ce sont les mêmes redevables, le même montant. Il y a des exonérations nouvelles, mais je ne vais pas les détailler car je ne pense pas que notre auditoire d'aujourd'hui soit intéressé. En tous les cas, si ça vous intéresse, vous les retrouverez sur ce document que vous pourrez télécharger à la fin de notre exposé. Alors merci Valérie, donc je vais continuer avec une mesure qui a été assez médiatisée, qui concerne le transfert du recouvrement
des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF. Donc, il faut savoir que ce transfert a été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. C'était l'article 18 qui procédait à une unification du recouvrement social autour des URSSAF à des fins notamment de simplification. Donc, ce transfert a été décidé par cet article pour le 1er janvier 2022, mais il a dû être avec une possibilité de report dans la limite de 2 ans. On a eu un premier report par décret qui a été effectué par le décret du 26 novembre 2021. Et ce premier report était lié à des considérations tenant à l'épidémie de Covid-19. Et on a un second report maintenant qui vient d'être acté par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale. De manière très, très, très appuyée, très, très vive par les partenaires sociaux et surtout de façon unanime. C'est-à-dire que toutes les organisations syndicales et patronales ont souhaité ce report et ce report a été vraiment présenté comme un minima, c'est-à-dire qu'il fallait au minimum reporter de 1 an et dans l'idéal annuler la mesure. Donc la loi a procédé à ce report et a apporté plusieurs correctifs, mais finalement je ne vais pas vous parler de ces correctifs puisqu'on a appris le 13 janvier dernier lors de la conférence de presse sur le projet de réforme des retraites que cette mesure, ce transfert allait être abandonné. Donc vous savez, le projet de loi de réforme des retraites va être porté par une loi rectificative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et il devrait comporter un article qui annule cette mesure. Donc, on va avoir confirmation bientôt puisque le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain. Donc, alors, pourquoi cet abandon? Il faut d'abord signaler que les Agirc-Arrco avaient mis en avant le fait que ce transfert allait conduire à une augmentation des frais de recouvrement, puisqu'en fait, ceci n'allait pas refacturer au réel par l'URSSAF, mais forfaitairement à 2% des sommes recouvrées, ce qui peut être relativement important. Il y avait des problèmes de fiabilisation des données, c'est-à-dire que les tests n'étaient pas concluants et n'avaient pas été effectués sur des entreprises de plus de 300 salariés. C'était d'ailleurs ce problème-là qui avait été souligné par la Commission des affaires sociales du Sénat. Et également, autre difficulté, c'est que ça représentait un intérêt moindre pour les entreprises en termes de simplification des démarches. C'est-à-dire qu'apparemment, le fait pour les entreprises de devoir payer leurs cotisations le 25 et non pas le 5 ou le 15, comme elles le font pour les cotisations recouvrées par les URSSAF, pouvait être intéressant pour certaines d'entre elles d'avoir un décalage dans le versement des cotisations et que finalement, ce n'était pas forcément quelque chose qu'elles souhaitaient. Et oui, et aussi quelque chose que j'ai oublié de se signaler au moment où je vous ai parlé du problème de fiabilisation des données, c'est que le régime Agirc-Arrco est un régime contributif, donc le montant des pensions est assis sur les droits, sur les cotisations qui ont été versées par les salariés. Et donc, s'il y a des difficultés pour estimer justement le montant des cotisations versées, il y aura forcément des difficultés pour calculer les pensions. Donc, c'était assez problématique. Donc, je pense que les partenaires sociaux doivent être assez soulagés par cet abandon prochain du projet, en fait, du transfert. Alors, je reprends la parole pour la vérification et le contrôle URSSAF. Je fais un petit aparté pour le micro de Cécilia qui apparemment on l'entend pas très bien. Donc, on fera peut-être un échange de micro la prochaine fois. Voilà, qu'elle reprendra la parole. Donc, je reprends la parole sur le thème de la vérification et le contrôle URSSAF. Donc, bien entendu, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, comme toutes les lois de financement de la sécurité sociale, n'échappe pas aux lois du genre. Elle a un volet très important concernant le contrôle et la lutte contre la fraude.
Alors, s'agissant, donc il y a un aspect important concernant la vérification et la correction des DSN. De mon point de vue, c'est peut-être l'aspect le plus anxiogène pour les employeurs. D'abord, bon, en 2023, il est précisé dans le Code de la sécurité sociale que l'URSSAF est compétente pour vérifier les informations déclarées pour toutes les cotisations et contributions qu'elle recouvre. Et il est aussi précisé que les autres organismes pourront contribuer, les autres organismes pour lesquels l'URSSAF recouvre des cotisations pourront vérifier je reprends, je me suis un petit peu perdue en route. Donc, il est aussi précisé que les autres organismes pour lesquels l'URSSAF recouvre des cotisations pourront contribuer à ces vérifications, donc là, selon des modalités à fixer par décret. Alors, en fait, cette mesure, elle avait surtout pour vocation à permettre à l'Agirc-Arrco, donc aux organismes de retraite complémentaire, de participer aux vérifications faites par l'URSSAF. Donc, dans la mesure où le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco à l'URSSAF devrait être abandonné, il est possible que ce décret ne voit jamais le jour ou que la mesure législative soit un peu remaniée. Donc, on verra lorsque le projet de loi sur les retraites sera devant le Parlement. Alors, autre volet prévu pour 2024 qui, lui, devrait certainement, à mon sens, voir le jour. Donc, qui, lui, il me semble, est assez anxiogène, puisqu'il s'agit de permettre aux URSSAF de corriger elles-mêmes les DSN souscrites par les employeurs. Donc, je rappelle actuellement, l'employeur, lorsqu'il souscrit sa DSN, l'URSSAF peut lui remonter un certain nombre d'anomalies qu'il est censé normalement corriger dans la DSN du mois suivant. S'il ne le fait pas, il peut éventuellement être passible de sanctions, mais l'URSSAF ne peut pas se substituer à lui pour corriger la DSN. Donc là, c'est ce qu'a prévu la LFSS, selon des modalités qui seront prévues par décret, mais au cours de l'année 2024 ou dès début de l'année 2024, l'URSSAF pourra, si l'employeur refuse de procéder aux corrections qu'elle lui demande, pourra corriger la DSN souscrite donc par l'employeur. Et alors, ça a potentiellement un champ d'application très large parce que ça peut non seulement concerner les cotisations recouvrées les données relatives aux cotisations recouvrées par l'URSSAF, mais également toutes les données véhiculées dans la DSN. Donc, potentiellement un champ très large et quand même un petit garde-fou pour l'employeur puisque une procédure d'échange contradictoire préalable devra être instituée par le futur décret. Donc, qui dit procédure d'échange contradictoire préalable, c'est-à-dire une phase où l'employeur pourra répondre à l'URSSAF pour essayer de faire valoir le bien fondé de sa pratique et essayer de convaincre l'URSSAF qu'il n'y a pas lieu à procéder à correction. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, on peut dire pour l'instant sur ce dispositif. Je peux aller trop vite dans les slides. Donc, je repasse la parole à Cécilia. Oui, merci Valérie. Je pense que ça ira mieux pour m'entendre. Apparemment, comme ma voix n'était pas assez forte. Là, on a changé le système de micro. J'espère que ça va mieux. Donc maintenant, je vais vous parler en fait la pérennisation d'une expérimentation qui a concerné en fait les entreprises de moins de 20 salariés. Jusqu'en août 2018, la limitation de la durée du contrôle URSSAF à 3 mois était réservée aux entreprises de moins de 10 salariés et ça a été étendu pour une période de 3 ans aux entreprises de moins de 20 salariés.
Et à l'issue en fait de ces 3 ans, on a eu un maintien de cette expérimentation à titre de tolérance administrative, puisqu'elle était prévue par la charte du cotisant contrôlé, et le réseau des URSSAF nous avait confirmé que cette extension était bien maintenue. Et en fait, donc ce système, il est pérennisé par la loi de financement pour la sécurité sociale. Et au regard de ces résultats concluants, donc je vais faire un petit rappel en fait des modalités de cette limitation. Donc, il faut savoir que c'est une limitation à 3 mois avec une possibilité de prorogation pour une fois, soit à la demande de l'entreprise, soit à la demande de l'agent, qui a plusieurs situations où cette limitation ne s'applique pas, notamment en cas d'abus de droit ou d'obstacle à contrôle. Et sur ce point, en fait, la loi rajoute 2 nouveaux cas. En fait, lorsque la personne contrôlée tarde à remettre sa documentation, c'est-à-dire plus de 15 jours après la réception de la demande, ou lorsqu'en fait la personne contrôlée demande à reporter la visite de l'agent. Mais il faut savoir que mais par rapport ces 2 cas, en fait, ces 2 dérogations à la limitation sont à la discrétion de l'agent. Il peut décider de ne pas les activer s'il se rend compte que le contrôle peut être tenu dans le délai de 3 mois. Donc, je vais regarder la mesure suivante. Alors, hop. Donc oui, maintenant je vais vous parler d'une autre mesure qui vise également à simplifier les contrôles URSSAF. Donc c'est une mesure qui vise à permettre à l'agent de contrôle d'utiliser les informations qu'il a obtenues dans le cadre d'un contrôle d'une autre société du groupe pour le contrôle qu'il est en train de mener. Il faut savoir que le principe, c'est que les agents de contrôle ne peuvent recueillir que les informations auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. C'est un principe qui est la sécurité sociale et qui est rappelé par la Cour de cassation. Et donc, en fait, la mesure est une dérogation à ce principe puisque l'agent de contrôle pourra utiliser les informations qu'il a recueillies auprès d'une autre société du groupe, le groupe étant entendu de manière par référence à la définition du code de commerce. Et il faut savoir que l'intérêt de cette mesure, c'est que ça permet en fait de disposer assez rapidement de ces informations sans mettre en place le dispositif qui est plus lourd, qui est le dispositif du droit de communication. Alors, il y a des garanties qui sont prévues pour le cotisant, c'est-à-dire que l'agent de contrôle doit informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou des informations obtenues sur lesquelles il se fonde. Et la personne contrôlée peut obtenir une copie de ces documents sur simple demande. Alors, cette mesure, elle doit faire l'objet d'un décret qui va préciser exactement les garanties et les conditions applicables à l'utilisation de ces documents. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher la slide suivante. Donc oui, voilà. Donc, excusez-moi. C'était ça. Voilà, super. Donc maintenant, je vais vous parler de la mesure qui concerne les sanctions du donneur d'ordre qui a manqué à son obligation de vigilance. Donc, dans certains cas, pour les obligations contractuelles d'un montant hors taxe de plus de 5 000 €, le donneur d'ordre est tenu d'une obligation de vigilance à l'égard de son sous-traitant par rapport au respect de la législation sur le travail dissimulé, et il doit se veiller à ce que son sous-traitant soit bien à jour de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux. Alors, s'il ne le fait pas, il est tenu à 2 types de sanctions. Une première sanction qu'on peut regrouper au titre de la solidarité financière, c'est-à-dire qu'il est solidairement financièrement solidaire de la condamnation qu'on va encourir son sous-traitant, c'est-à-dire qu'il va devoir
il peut être condamné à payer les sommes dues par celui-ci au titre des impôts, taxes et cotisations non acquittées, et également les sommes dues en raison des annulations d'exonération et de réduction de cotisations sociales qui va concerner directement son sous-traitant. Mais le donneur d'ordre peut être également condamné à payer certaines sommes au titre de l'annulation des réductions et exonérations dont lui-même a bénéficié personnellement. Donc là, la loi de financement de la sécurité sociale, et plus précisément son article 6, modifie en fait ces sanctions pour afin de vraiment les moduler en fonction de la gravité des faits commis. Et alors donc je vais vous présenter le tableau suivant qui résume bien en fait cette évolution. Donc, page suivante. Voilà, super. Alors, attendez, je vais juste. Est-ce que tu peux fermer le chat parce que ça m'empêche de voir le tableau en fait. Merci. Donc en fait par rapport à l'évolution, en fait on a normalement la sanction donnant en fait aux sommes devant être acquittées au titre de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales était plafonnée. Donc, c'était un plafond qui était de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. Et en fait, maintenant, cette sanction, elle est modulée puisqu'en fait, ce plafond s'applique toujours si c'est un premier manquement, mais il va s'appliquer conjointement avec un second plafond qui est le montant, en fait, qui doit acquitter au titre de la solidarité financière. Et on conserve dans les deux cas il n'y a pas de, en cas de réitération, en cas de réitération dans les 5 ans, donc c'est plafonné uniquement au montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière. C'est-à-dire que lui, ce qu'il doit payer à titre personnel, c'est plafonné à ce qu'il doit payer au titre de sa solidarité financière dans ce cas-là, en fait. Donc après, je vais vous présenter aussi la seconde évolution par rapport à ces pénalités. C'est par rapport au montant de la majoration de redressement du donneur d'ordre. Donc en fait, jusqu'à présent, en fait, cette majoration a été de 25% en cas de premier manquement et de 40% en cas de circonstances aggravantes. Et en cas de réitération dans les 5 ans, a été de 45% et de 60% en présence de circonstances aggravantes. Eh bien, maintenant, on passe à 25% en principe et 15% en cas de règlement ou de présentation d'un plan d'échelonnement de paiement dans les 30 jours. Donc, c'est une mesure qui bénéficie déjà aux sous-traitants que maintenant on étend aux donneurs d'ordre et on conserve la majoration en cas de réitération dans les 5 ans. Donc, maintenant, on va vous présenter les mesures qui sont liées à l'épidémie de Covid-19, puisque la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 en contient, certes moins que les éditions précédentes, mais elle en contient quand même. Donc, alors... Je vais reprendre la main, je pense. Voilà. Donc, 3 thèmes sur les mesures Covid. Heureusement, moins de mesures que les années précédentes, mais malheureusement encore des mesures liées au Covid. D'une part, les arrêts de travail dits dérogatoires, donc la possibilité de maintenir les arrêts dérogatoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait arrêter le dispositif avant s'il l'estime opportun, mais le législateur lui laisse la main jusqu'à la fin de l'année 2023, donc pour maintenir le dispositif s'il le souhaite. Donc, je rappelle, ce dispositif, ça concerne les salariés testés positifs à la Covid-19 qui doivent s'isoler et qui ne peuvent pas télétravailler. Cela leur permet d'obtenir un congé maladie et de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence et sans condition d'ancienneté. Et en plus, si la personne testée positive est salariée, elle perçoit également le complément légal employeur
également sans condition de carence et sans condition d'ancienneté. Petite remarque, mais je pense que là maintenant c'est quelque chose qui est su, ça ne concerne pas le complément employeur, le complément conventionnel employeur s'il existe. Donc si le salarié remplit les conditions pour percevoir ce complément conventionnel, il le perçoit. S'il ne remplit pas les conditions, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de ces arrêts dits dérogatoires, de le lui maintenir. Alors, je repasse la parole à Cécilia pour les indépendants. Oui, merci. Donc, on a 2 mesures qui sont prorogées, qui étaient prévues dans les éditions précédentes et qui visent à préserver les droits aux prestations en espèces des travailleurs indépendants. Donc, pour les travailleurs indépendants de droit commun, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs, c'est-à-dire non soumis au régime microsocial, en fait, on va neutraliser l'année 2020, qui a été une année où l'activité était beaucoup moins importante du fait des confinements et de l'épidémie de Covid-19. Donc, on va neutraliser cette année dans le calcul des indemnités journalières maladie, maternité. Donc, c'est une mesure qui était déjà prévue pour les indemnités journalières de 2021 et 2022. Après, on a une mesure similaire pour les auto-entrepreneurs où en fait, on va prendre en compte pour le calcul de leurs indemnités journalières, non pas leur assiette de cotisation sociale, mais leurs recettes et chiffre d'affaires déclarés fiscalement, puisque du fait en fait des mesures d'aide, ils ont pu avoir une minoration de leur assiette sociale pour le calcul des cotisations. Et donc, finalement, si on prenait en compte cette assiette sociale, ça se retournerait contre eux pour le calcul de leurs prestations. Donc, cette mesure qui était déjà prévue précédemment est reconduite pour les arrêts de travail de 2023. Alors, vas-y, je t'en prie. La parole plutôt. Donc, autre mesure liée au Covid, donc l'activité partielle. Donc, une seule mesure en lien avec le Covid cette année dans la loi de financement, dans la loi de finances, c'est la reconduction et même la pérennisation de la possibilité pour les employeurs sans établissement en France d'accéder à l'activité partielle pour leurs salariés qu'ils emploient en France et qui relèvent des régimes de protection sociale français, et aussi la possibilité pour certains employeurs publics qui gèrent des activités industrielles et commerciales et emploient des salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage, donc la possibilité pour ces employeurs de bénéficier de l'activité partielle s'ils en remplissent par ailleurs les conditions. Donc, beaucoup de mesures avaient déjà été pérennisées l'an dernier. Donc, beaucoup de mesures qui avaient été adoptées dans le cadre de la crise sanitaire ont finalement été pérennisées l'an dernier. Donc, ce qui explique qu'il n'y en ait qu'une seule cette année de pérenniser. J'attire votre attention sur le fait que plusieurs mesures qui avaient été adoptées dans le cadre de la crise sanitaire ne sont pas reconduites. Donc, plusieurs ont pris fin le 1er janvier. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà presque même, je crois qu'on a épuisé normalement le temps qui nous était imparti. Mais bon, j'attire votre attention sur le fait que les dispositifs concernant les salariés vulnérables prendra fin au 31 janvier 2023. Pour le détail, vous pourrez consulter sinon le slide. Je repasse la parole à Cécilia. Oui, merci. Donc, je vais vous parler assez rapidement des mesures spécifiques aux professionnels de santé. Donc, la première, en fait, il y a des mesures qui visent à encourager l'activité libérale des médecins. Donc, il faut savoir que les médecins remplaçants bénéficient d'un dispositif simplifié de déclaration de leurs revenus et paiement de leurs cotisations pour leur activité libérale accessoire de remplacement, et que ce dispositif repose sur un téléservice géré par les URSSAF. Et bien, ce dispositif est étendu aux médecins qui exercent une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins et de la permanence des soins.
Après, on a une autre mesure qui est une exonération pour l'année 2023 de cotisation d'assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour les médecins retraités qui remplissent les conditions du cumul intégral retraite et activité libérale et dont le revenu est inférieur à un montant qui sera fixé par décret. Donc, ils vont bénéficier d'une exonération pour leur cotisation due au titre de l'année 2023. Alors, on a une autre mesure, mais là, cette fois-ci, qui n'est pas spécifique aux médecins, mais qui concerne tous les professionnels de santé, qui vise à lutter contre la désertification de l'offre médicale dans certaines régions. Et en fait, ça permet à tous les soignants retraités de bénéficier du cumul intégral activité salariée ou activité libérale et retraite dès lors qu'ils exercent dans un désert médical, c'est-à-dire une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante. Là, c'est pareil, un décret devrait fixer les modalités d'application de cette mesure. Alors, très rapidement, les pédicures-podologues en activité peuvent renoncer au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, c'est une faculté qui leur sera ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023 et la renonciation est définitive. On a également une autre mesure qui est très ciblée qui concerne les psychomotriciens qui sont désormais affiliés à la CIPAV. Et en fait, ça donne un support officiel à une pratique puisqu'ils avaient déjà rejoint la CIPAV depuis 2021 pour ceux récemment installés et depuis 2022 pour l'ensemble de la profession. Et maintenant, il y a quelques mesures pour l'agriculture. Du coup, je passe la main à Valérie. Très vite. Quelques mesures spécifiques à l'agriculture. D'abord, les employeurs agricoles seront contents de la reconduction et de l'exonération dite TODE qui permet, qui est une exonération de cotisation patronale dont le montant est plus important que la réduction générale et donc qui concerne les saisonniers agricoles avec une rémunération inférieure à 1,6 SMIC. Donc cette exonération qui est régulièrement programmée pour disparaître, finalement, donc elle devait en dernier lieu disparaître le 31 décembre 2022. Elle est finalement prorogée jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc, sauf reconduction en 2026, c'est la réduction générale qui prendra le relais. Quelques autres mesures spécifiques à l'agriculture. Donc, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de les détailler, mais si ça vous intéresse, vous téléchargez le document et vous en retrouverez le détail sur. Et puis, un petit rappel, la plupart des mesures que nous avons commentées au cours de ce webinaire sont aussi applicables au monde agricole. Donc, j'ai cité les plus emblématiques ici, mais la plupart concernent aussi le régime agricole. Alors, donc, avant de répondre à quelques-unes de vos questions, rapidement, si vous voulez approfondir tous les points que nous venons d'évoquer, vous pouvez consulter le numéro spécial Loi de financement de la sécurité sociale qui est paru au Feuillet rapide social Francis Lefebvre. Pour les plus intimes, FRS Francis Lefebvre. Donc, vous pouvez retrouver ce numéro spécial en vous connectant à Navis Social, qui est notre documentation en ligne en droit social. Donc, vous y avez un accès gratuit. Il vous suffit de télécharger le support de présentation de ce webinaire. Vous téléchargez ce support et sur l'avant-dernière slide, vous cliquez sur « Je me connecte maintenant ». Ça vous donne accès non seulement à ce numéro spécial, mais également à toute l'actualité en droit social, une documentation très large en droit social et bien entendu le commentaire des décrets, des mesures que nous venons de commenter au fur et à mesure qu'ils seront adoptés.
Donc, je vais repasser la main à Cécilia qui va peut-être commencer à répondre à certaines questions. Oui, merci Valérie. Donc, j'ai commencé par les premières questions. Alors, je suis désolée parce que je pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions. Elles sont quand même assez nombreuses. Et il est fort probable qu'on revienne vers vous dans le cadre d'une foire aux questions-réponses, justement pour vous répondre à vos interrogations. Donc, les premières questions, c'est logique, elles portent sur le compte personnel de formation, puisqu'on a commencé par cette mesure. Donc, il y a une première question qui nous demande quelle est la part, est-ce qu'on a une idée de la part des arnaques qui mobilise les fonds du compte personnel de formation. En fait, le problème qui a été souligné dans les travaux parlementaires, c'était pas tant un problème qui tenait aux arnaques, c'est pas pour dire qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, mais c'est plus ce fait que l'application au Mon compte formation permet vraiment une mobilisation très très simple par les salariés, leurs droits à formation, et que finalement ça a été très 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 sollicité. Après, lorsqu'ils mobilisent leurs droits sur le compte, c'est des formations qui sont éligibles en fait. Donc c'est plus la facilité qui a permis cette application qui a été pointée du doigt que une étude des fraudes à la formation professionnelle. Après, par rapport à la date d'entrée de ce décret, on n'a aucune information. En fait, la difficulté, c'est que les modalités doivent être définies après concertation avec les partenaires sociaux. Et donc, cette concertation doit être entamée prochainement. Mais vous savez qu'il y a un grand chantier qui se lance avec la réforme des retraites. Et qu'en plus, dans le cadre de ce grand chantier qui va être la réforme des retraites, il va y avoir un autre compte qui fonctionne avec le compte personnel de formation qui va être mobilisé, qui est le compte personnel de prévention, dans le cadre de la prévention de la pénibilité. Et donc, c'est pour le moment, on n'a pas d'informations. Après, je peine vraiment à penser qu'il puisse avoir une application rétroactive. Je pense que les personnes qui activent leurs droits maintenant, ça me paraît assez impossible qu'il y ait une application rétroactive du décret. Donc, peut-être que c'est le moment de se précipiter sur son compte. C'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner, voilà, pour les personnes qui ont un souhait de formation actuel. Donc après, il y a d'autres questions qui traitent de sujets. Alors, c'est assez pointu. Je pense que pour ces questions-là, il est fortement possible qu'on revienne vers vous par écrit. Je ne sais pas si tu veux répondre. Alors, déjà, je vais répondre à une question qui était plus... Bon, déjà, c'est plus un mouvement de mauvaise humeur, puisqu'on nous dit qu'en est-il de la mauvaise volonté d'URSSAF à fournir des procédures claires pour effectuer des régularisations en DSN, voire refuser de faire des régules hors DSN lorsque la situation l'implique, sans parler du nombre d'erreurs que l'URSSAF peut commettre. Enfin, une simplification. Bon, alors, c'est vrai que je pense que le problème de la problématique des régularisations hors DSN n'est pas, à ma connaissance, elle n'est pas résolue. C'est vrai que ça varie d'une URSSAF à l'autre et bon, à ma connaissance, ça n'est pas résolu. Ça, c'est un problème. Je suis d'accord. Après, ce que on peut conseiller éventuellement pour peut-être se préparer à ce grand bond en avant qui est la correction future des DSN par l'URSSAF, c'est peut-être d'essayer de commencer à fiabiliser ces données en utilisant l'application DSN Fiable qui remonte des anomalies et qui peut aider peut-être déjà à être un peu plus près quand le grand bond va arriver. Ensuite, j'ai plusieurs questions sur la taxe sur les travailleurs étrangers. Donc, je vais peut-être revenir sur le slide consacré à cette taxe. Enfin, on dit le slide ou la slide, peut-être plutôt, d'ailleurs. Et puis, peut-être on va arrêter là après parce que je crois qu'on a vraiment dépassé le temps. Voilà, hop. Bon, ça y est, je l'ai trouvé. Bon. Donc, il y avait beaucoup de questions sur à qui doit payer, comment, etc. Donc,
Elle est due, en fait, pour ça que je voulais revenir sur la slide. Je n'ai pas pu le signaler tout à l'heure parce qu'on avait très peu de temps, mais la taxe est due uniquement lors de la première admission au séjour en France. Donc, c'est lorsque la personne arrive en France que la taxe est due. Mais évidemment, une personne qui séjourne déjà en France, elle n'a pas à repayer, enfin, son employeur n'a pas à repayer de taxe chaque fois que elle est réembauchée ou qu'elle change d'employeur. Et alors on nous demandait ce qu'il fallait, comment ça se passe pour l'instant. À mon avis, donc je reprends, je suis un peu confuse. Il y a une question sur les modalités de paiement. Je pense que pour l'instant, rien n'a changé puisqu'on n'a pas encore les modalités qui sont définies par arrêté. Donc, pour l'instant, c'est toujours l'Office d'immigration qui recouvre la taxe dans les modalités qui n'ont pas changé. L'arrêté sera paru, on saura comment, à partir de quelle date, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir... je pense qu'on va devoir s'arrêter là, voilà, parce qu'on a déjà dépassé 10 minutes. Bon, c'était très dense, donc excusez-nous, on a été assez long, mais c'était vraiment très très dense et on n'a pas pu dire tout ce qu'on aurait voulu dire. Mais merci en tous les cas de nous avoir écoutés et puis merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et vous pouvez télécharger le support du webinaire pour justement avoir plus de détails sur certaines mesures sur lesquelles on a été contrainte de passer assez vite, faute de temps. Et merci beaucoup pour votre participation et à bientôt, j'espère.